Les célèbres anonymes. J'aime bien être le seul caillou sur une plage. Et vous? Diras-tu à une amie après ton parcours de vie exceptionnel. Femme d'esprit, à l'humour mordant, éprise de culture, de poésie et d'histoire, tu as obtenu ton diplôme de médecine à l'époque victorienne. Tu as pavé la voie à celles qui t'ont suivi et démontré par l'exemple l'absurdité des croyances sur l'intelligence féminine. Tu as rencontré tant d'obstacles et de préjugés à cause de ton genre, et pourtant, tu ne voyais pas la nécessité d'embrasser le combat féministe, convaincu que ton travail acharné suffisait. Tu devras néanmoins te battre pour obtenir les conditions de travail accordées à tes confrères moins compétents. Nombre de tes collègues de l'université McGill t'appelaient Mademoiselle Abbott plutôt que Docteur Abbott. Ta vie tient dans une vitrine du musée que tu as fondé, dans la ville de ton enfance, St. Andrews, aujourd'hui Saint-André d'Argenteuil. Ton diplôme, la photo de ton grand-père pasteur, celle de ta grand-mère maternelle qui vous a adopté, toi et ta sœur, ta mère ayant été emportée par la peste blanche et ton père étant parti en exil dans de sombres circonstances, ainsi que l'unique photo de ta sœur, assise à tes côtés alors que vous étiez toute petite. Quelques-uns de tes meubles y sont également exposés, dont une chaise basse recouverte de tapisserie pour se réchauffer à hauteur du feu. Une chaise vide, qui souligne d'autant ton absence aujourd'hui et les questions demeurées sans réponse. Ta correspondance et tes journaux dévoilent une jeune fille passionnée, assoiffée de connaissances et d'une grande piété, puis une femme adulte animée par la volonté de faire avancer la science, naviguant avec ténacité dans des conventions rigides. En dépit de ton souci de maintenir une bonne réputation, tu as suivi obstinément ta propre voie. Tu étais consciente de ta valeur en tant que scientifique. Ton illustre famille Abbott croyait au mérite individuel. Ta grand-mère t'a affirmé que tu pouvais faire ce que tu voulais en cette fin du 19e siècle. Quand même. Après des années d'enseignement à la maison, tu as finalement fréquenté une école privée. Tu t'y es distingué au point de recevoir une bourse pour faire ton baccalauréat S.Art à l'université McGill. Tu as fait partie des Donaldas, les premières femmes à fréquenter l'institution grâce à la contribution financière de Donald Smith, qui devait sa fortune au chemin de fer CN et à la compagnie de l'abbé d'Hudson. Tu as remporté des prix d'excellence, prononcé avec ardeur le discours des diplômés. Tu as encouragé les femmes à travailler fort pour démontrer le bien fondé de leur passage à l'université. Tu as condamné l'oisiveté. Tu en as incarné le parfait exemple. Tu as choisi la médecine, une idée inconcevable pour l'université McGill, même si des femmes fréquentaient déjà des facultés de médecine en Ontario et aux États-Unis. Avide de connaissances, amoureuse de la vie universitaire, tu aurais pu étudier n'importe quelle discipline, mais le discours revendicateur de ton amie Octavia Grace Ritchie t'a galvanisé. Est-ce quand même le défi de changer l'ordre établi qui t'a attiré? Ton grand-père et son frère ont contribué à la fondation de l'institution de McGill. Ton cousin John Abbott, troisième premier ministre du Canada, a compté parmi ses premiers étudiants et est devenu le doyen de la faculté de droit.
Mais cela ne changeait rien au fait que ton genre t'empêchait d'accéder à la faculté de médecine. De toute façon, tu n'as pas utilisé le nom Abbott comme un atout. Non, tes résultats scolaires et ta volonté t'apparaissaient suffisants pour justifier ton admission. John Abbott t'a initié au jeu politique, t'a guidé sans intercéder en ta faveur pour que tu mérites ta victoire. Et aussi, probablement parce que tu étais une femme. Tu as tissé des liens avec les dames de la bourgeoisie pour mobiliser l'opinion publique. Tu as amassé des fonds pour invalider l'argument économique qu'on opposait à l'éducation des filles en médecine. Tu as été si proche d'obtenir ta place. Après de longues tergiversations, la décision a été sans appel. Les femmes ne pouvaient étudier la médecine. L'Université Bishop de Montréal, une rivale de McGill, a saisi l'occasion d'encaisser les frais d'inscription des filles et leur a ouvert ses portes. T'as hésité. L'excellence de McGill éclipsait toute concurrence. T'as envisagé étudier à Philadelphie. Ça t'aurait contrainte à vivre loin de ta grand-mère et de ta sœur, ton noyau familial tissé serré, ton ancre. Tu t'es résigné à fréquenter Bishop. T'as quand même eu le bonheur d'y rejoindre ton amie Octavia, qui avait entrepris ses études de médecine à l'université Queen's de Kingston, en Ontario. Une fois ton diplôme obtenu, tu as essuyé le refus de l'Hôpital général de Montréal d'y faire ton stage clinique, nécessaire à l'obtention du permis de pratique. Cette fois, le battage médiatique t'a fait craindre pour ta réputation. La menace de notables de cesser de financer l'hôpital a clos l'affaire. Ainsi, tu es devenue la deuxième femme diplômée au Québec, après ton amie Octavia, quelques années avant qu'une première francophone, Irma Levasseur, puisse exercer la médecine. Tu as montré un talent indéniable pour te créer des alliés et pour tisser un réseau à travers le monde. Ton désir d'échanger sur une question médicale avec des professeurs de McGill t'a valu d'être nommée conservatrice au musée médical de l'institution. Tu as dès lors marqué un grand coup. Tu as été la première femme dont on a lu un article scientifique à la Montreal Medical Chirurgical Society. Un homme l'a fait en ton nom, évidemment. Mais cette publication t'a permis d'être la première femme admise dans cette société. Tu t'es imposée comme conférencière à l'université McGill. Au musée, les étudiants venaient échanger avec toi autour d'une tasse de thé. Ils aimaient tes élans passionnés et vertigineux quand tu leur parlais des spécimens. Les groupes ont grossi jusqu'à ce que ta présentation soit officiellement inscrite au cursus médical. Tu as ainsi révolutionné l'enseignement de la médecine. Tes nombreux écrits et ton travail étaient reconnus tant aux États-Unis qu'en Europe. On t'envoyait des artefacts pour le musée et les étudiants étrangers venaient à Montréal pour étudier auprès de toi. Comme femme, tu as cumulé les primeurs. Co-fondatrice de l'Association des femmes médecins du Canada et de l'Association internationale des musées médicaux, rédactrice de la revue de l'Association des musées médicaux du Canada, détentrice d'un doctorat honoris causa en médecine de McGill, et tu as été la première personne, pas seulement une femme, la première personne à obtenir un deuxième doctorat honoris causa de cette université. Quoique le deuxième, en droit, le plus prestigieux, t'a été remis pour mieux te montrer la porte. Diego Rivera t'a figuré sur sa murale de l'Institut de cardiologie de Mexico, la seule femme et seule Canadienne. Tu as été femme de carrière, célibataire, sans enfant. Qu'une romancière veuille t'attribuer un cœur en chamade de jeune ingénu, que nous, contemporains, soyons intrigués par ton inclination sexuelle,
qu'un de tes biographes t'accorde de naïfs sentiments amoureux à l'endroit de tes mentors, tout cela en dit autant sur notre manque d'imagination que sur les tabous de l'époque victorienne et du XXe siècle. Que tu constates avec satisfaction dans ta biographie de Florence Nightingale qu'une femme puisse connaître une véritable amitié avec un homme dénué de sentiments amoureux suggère à quel point ton statut de célibataire devait paraître suspicieux et soulever commentaires et allusions. Mais le travail, c'était ça ta priorité. Tu préférais de loin une bonne conversation à une longue nuit de sommeil. Tu avais soif de connexion humaine, de vie familiale. Toi et ta sœur étiez proches des enfants du cousin John. Tu as tenté un bref rapprochement avec ton père, qui s'était refait une vie aux États-Unis, ainsi qu'avec tes demi-frères et demi-sœurs. Tu as fait de tes collègues ta famille. Avec eux, tu as noué tes amitiés les plus précieuses. Tu t'assurais que ta sœur à la santé mentale fragile reçoive les meilleurs soins à la maison de St. Andrews pendant que tu travaillais à Montréal. Tu aurais tant aimé la guérir. Tu étais une femme de conviction. Tu affirmais haut et fort tes valeurs, l'amour de Dieu et de son prochain, l'initiative, le patriotisme pour l'Empire britannique et la culture. Tu as organisé l'aide aux démunis, soigné des malades en pleine épidémie de typhoïde. Tu te montrais généreuse de ton temps, de ton argent, ne gardant que le strict minimum pour toi. On t'a affectueusement surnommée la tornade bienfaisante. Sans avoir le vernis ou la grâce bourgeoise, tu naviguais avec aisance en société, avec les politiciens, la communauté religieuse. Tu te faisais facilement de nouveaux amis. Peut-être n'avais-tu pas ce besoin de relations intimes, et certainement pas d'une union maritale. Tu aurais pu choisir le mariage pour assurer ta subsistance et celle de ta sœur. Cela aurait probablement signalé la fin de ta carrière, comme pour la majorité des épouses de l'époque, une idée certainement inconcevable pour toi. Tu étais motivé par un désir réel d'aider tes malades, femmes et enfants, par une soif intarissable de connaissances. Tu travaillais jusqu'à 14 heures par jour. Épouser un homme t'aurait également dépossédé de tes biens, tes actions de la compagnie de chemin de fer canadien national, acquises suite au bon conseil de ton cousin John Abbott, et l'église transformée en 2 logements pour te procurer un revenu d'appoint. Tu n'avais que faire des jeux de coquetterie. Tu portais tes jupes à l'envers, les tachais des produits de conservation des spécimens du musée. Piétonne distraite dans les rues achalandées, tu as subi des accidents. Tu t'es endormie à une réception offerte en ton honneur, suscitant les rires autour de toi. Tu préparais tes bagages à la course, pressée d'y ajouter des présents à remettre à tes hôtes. Tu aimais raconter comment tu avais empli de sirop d'érable une bouteille de whisky vide pour l'offrir en cadeau, que des plaisantins t'avaient subtilisé dans le train, laissant une note disant qu'ils en avaient plus besoin que toi. Si tu vivais aujourd'hui, aurais-tu connu une vie différente, plus épanouie en amour? En aurais-tu seulement eu envie? Si tu n'avais pas remarqué cette malformation dans le cœur de Holmes, conservée dans un bocal depuis des décennies, tu ne te serais peut-être pas spécialisé en cardiologie. Tu as compris et expliqué la malformation à l'origine de la maladie des bébés bleus, puis préconisé une intervention chirurgicale pour y remédier. Grâce à toi, la médecine a fait un progrès considérable. La New-Yorkaise Helen Taussig est venue étudier auprès de toi. Vous avez collaboré. Tu es intervenu avec aplomb dans l'une de ses présentations pour soulever une faiblesse dans son raisonnement, démontrant par là ta supériorité,
ton ancienneté. Comment réagirais-tu aujourd'hui si tu apprenais que les Américains lui attribuent le mérite de la découverte de la maladie des bébés bleus? Comme Jenny Trout, la première femme à pratiquer officiellement la médecine au Canada, tes exploits se sont estompés avec le temps. Jenny Trout se préoccupait davantage du bien-être de ses patients que de sa réputation. Elle a pris sa retraite tôt et s'est retirée discrètement. Le statut de pionnière a longtemps été attribué à Emily Stowe, qui pratiquait le métier en même temps que Jenny Trout, mais avait obtenu son permis après elle. Ces femmes, chacune à l'origine des 2 universités ontariennes à accueillir des étudiantes féminines, se faisaient concurrence. Emily Stowe s'est montrée plus habile dans cette lutte. La postérité est affaire de politique. Tu as enfin été sacré personnage historique au Québec en 2015. L'étendue de ton travail demeure si peu connue. Toi qui as rendu un vibrant hommage à ton mentor William Osler sous la forme d'un ouvrage colossal à son sujet, tu n'as pas eu la chance de bénéficier de biographes aussi opiniâtres et engagés que toi. Tant de combats et d'énergie déployés pour prendre ta place et obtenir des conditions à la hauteur de ta valeur. Combien grande aurait été ta contribution à la science sans tous ces détours inutiles? Quel autre pas de géant aurais-tu pu faire accomplir à la médecine?